Salut à tous, vous êtes en compagnie de Stivus et on continue cette présentation de la bataille de Mossoul avec cette fois-ci le deuxième opus qui est consacré à la présentation des acteurs de ce conflit. Djihadistes, irakiens, kurdes, milichiites, turcs, américains, Iran, bref, un bon gros bordel comme si finalement la bataille de Mossoul était une cour de récré où tout le monde veut jouer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bataille de Mossoul est un affrontement multiscalaire, c'est-à-dire qu'il met en scène des puissances à différentes échelles, locales, régionales et mondiales, qui n'ont pas toutes les mêmes objectifs et dont les ambitions se heurtent carrément parfois, ce qui a un impact, on le verra, sur les opérations. À l'échelle locale, commençons par ceux qui sont à l'origine de cette guerre, l'État islamique. Dirigé par Abu Bakr al-Baghdadi, celui qui s'est proclamé calife en 2014, cet État islamique ne contrôle plus grand-chose du territoire irakien, qui est représenté sur cette carte en gris. Eh bien, vous pouvez vous apercevoir que Mossoul est véritablement le dernier grand bastion qui est encore tenu par l'État islamique en Irak. Face à eux, nombreux sont les candidats à vouloir lui mettre sur la gueule. En tout premier lieu, eh bien, on a évidemment le gouvernement irakien, dirigé par son premier ministre Haider al-Abadi, mais à la limite, s'il s'agissait que d'une guerre entre l'État islamique et le gouvernement irakien, ça serait super simple à comprendre. Mais le problème, c'est que le gouvernement irakien ne contrôle qu'une partie de l'Irak. C'est la zone en rouge que vous voyez sur la carte. Car ce pays n'en est pas un en réalité. Il a été totalement fondé artificiellement après la Seconde Guerre mondiale et il est constitué d'une mosaïque ethnique. On a certes les Arabes qui sont majoritaires, mais tout au nord, vous avez une forte minorité de Kurdes qui, menés par leur chef Barzani, réclament depuis longtemps leur indépendance et qui ont profité bien, des défaites du gouvernement irakien en 2014 pour prendre tranquillement le contrôle de toute la région qui est peuplée de Kurdes, et mener une lutte séparée contre l'État islamique avec leur propre armée. Ça vous paraît déjà compliqué? Attendez de voir la suite, car, comme si cela ne suffisait pas, eh bien à tout ceci se superpose une division religieuse entre d'un côté les musulmans sunnites et de l'autre les musulmans chiites. Alors je ne vais pas vous expliquer la différence entre les deux, ça serait bien trop long, mais dites-vous que c'est un peu comme les protestants et les catholiques au XVIe siècle, chiites et sunnites se détestent, ils ne pensent qu'à se taper dessus. Et bien que les chiites soient majoritaires dans le pays, ils représentent 60% de la population et sont concentrés dans la moitié sud de l'Irak, eh bien ces derniers ont été longtemps réprimés par Saddam Hussein, qui lui était un sunnite. Si bien qu'après la chute de ce dictateur en 2003, eh bien les chiites ont voulu se venger. Ils s'emparent de tous les pouvoirs et rejettent systématiquement les sunnites. C'est comme si vous aviez une politique un peu de ségrégation. Si bien que ces sunnites, lorsqu'ils voient débouler ces djihadistes en Irak, eh bien ils vont se rallier volontiers à ces derniers. D'autant plus que leur idéologie est affiliée au sunnisme et considère les chiites comme des moins que rien, encore pire que comme des non-musulmans. Leur aliment explique l'avancée rapide de l'État islamique en 2014 dans le nord du pays, sachant que c'est dans cette moitié nord de l'Irak que les sunnites sont concentrés. À l'inverse, les chiites, eux, vont se mobiliser indépendamment du gouvernement irakien. Ils vont créer leur propre milice armée dès 2014 à l'appel des autorités religieuses chiites qui déclarent une guerre sainte contre l'État islamique. Là, ils font pas les choses à moitié. Enfin, il faut pas oublier la petite minorité chrétienne que l'on appelle les yézidis, qui vivent dans le nord de l'Irak. Alors c'est les petites taches roses que vous voyez justement dans la région de Mossoul, et qui disposent également de leur propre milice, mais qui n'équivaut pas évidemment à celle des chiites. Alors bon, je viens de m'apercevoir que mon schéma il ressemble un peu au logo Google Chrome, mais je vous jure, hein, c'est totalement du hasard.
Bien, alors, passons à l'échelle régionale, c'est-à-dire les pays voisins qui sont des acteurs directs ou indirects. Et on va commencer par le pays qui sur le schéma est représenté en vert foncé, c'est-à-dire l'Iran. L'Iran ne participe pas à la coalition internationale qui a été mise en place en 2014 contre l'État islamique. La raison est toute simple, hein, c'est une vieille rengaine contre les États-Unis. Ah bah si c'est une coalition qui a été formée par les États-Unis, bah moi je veux pas y participer. Mais en tout cas, l'Iran est un acteur indirect de ce conflit car il représente le grand frère chiite. Il apporte un énorme soutien financier aux milices chiites irakiennes. Alors, le but des ayatollahs d'Iran est de former ce qu'on appelle le croissant chiite, c'est-à-dire cette vaste zone d'influence que vous voyez sur la carte et qui regroupe tous les chiites de l'Iran jusqu'au Liban, avec le Hezbollah. On a ensuite le groupe de pays qui est représenté dans la zone verte, qui sont des pays arabes. Ce sont des pays qui, au tout début, avaient des relations assez ambiguës avec l'État islamique. En tout cas, qui ne le combattaient pas directement. Mais bon, pour sauvegarder un peu l'image de marque et parce qu'ils sont aussi victimes de leurs attentats, ils ont décidé de s'associer à cette coalition contre l'État islamique, auquel elles participent de façon essentiellement financière. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sont des pays musulmans sunnites et donc qui sont entrés dans ce conflit pour s'opposer à l'influence grandissante de l'Iran. Alors j'ai pas encore nommé ces pays. On a en tout premier lieu l'Arabie Saoudite, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Bahreïn, etc. Il nous reste un dernier acteur régional, c'est la Turquie, qui participe à cette coalition contre l'État islamique d'abord parce qu'elle est membre de l'OTAN, mais aussi pour des motivations tout autres. Notamment, son chef, le populiste et nationaliste Erdogan, rêve du retour de l'Empire ottoman, de la Grande Turquie, et il voudrait bien faire de Mossoul une sorte de zone d'influence turque. Et puis, c'est aussi un pays musulman sunnite, et donc la Turquie veut empêcher la formation du croissant chiite. C'est pourquoi elle va d'ailleurs s'opposer à l'utilisation des milices chiites dans la bataille de Mossoul. Elle craint également le séparatisme des Kurdes qui pourrait s'étendre à la Turquie. Et donc pour toutes ces raisons, eh bien la Turquie est un pays qui participe militairement et directement dans le conflit. Il nous reste les acteurs à l'échelle mondiale, où on va retrouver les grandes puissances qui, sous l'égide des États-Unis, participent à la coalition. Alors, si les Américains représentent à eux seuls et de loin la plus grande participation, vous avez d'autres pays, tels que la France, mais aussi l'Australie, qui participent directement sur le terrain de façon militaire. Pour ce qui est des autres pays, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, ce sont plutôt des participations financières. Alors vous voyez que sur la partie droite, eh bien, on a le drapeau de la Russie. La Russie n'est pas un acteur de cette guerre, de cette bataille de Mossoul, mais elle compte quand même parce que, à l'inverse, en Syrie, là, c'est un acteur direct. Donc, elle est plutôt ici comme une sorte d'observatrice qui va utiliser la moindre bavure pour faire pression sur les pays de la coalition et dire attendez, moi je participe en Syrie, vous arrêtez pas de me critiquer parce que je suis en train de tuer un peu de population, mais vous faites la même chose à Mossoul. Donc c'est voilà, c'est un allié de circonstance, on va dire. Alors évidemment, quand on regarde ce schéma, il est clair que l'issue de cette bataille de Mossoul ne fait aucun doute. L'État islamique a le monde contre lui, et il est clair que c'est pas demain que ces djihadistes vont repousser l'armée irakienne jusqu'au fin fond de Bagdad. Mais c'est plutôt les différentes ambitions entre les différents acteurs qui vont poser le plus de problèmes. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation de ces acteurs, et je vous donne rendez-vous tout de suite dans le troisième volet, consacré cette fois-ci à la présentation des forces militaires qui vont participer à la bataille de Mossoul.